C'est parti la bande, nouvel épisode du podcast avec, j'ai envie de dire, un nouvel invité, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial puisque je reçois Pierre Dufraisse, qui est ni plus ni moins et qui restera du coup le premier invité du podcast. À l'époque, ça s'appelait Méditation, aujourd'hui ça s'appelle Le Goût du Sol, mais bon, c'est toujours la, la même idée. Et voilà, je suis trop content, ça me fait trop plaisir de recevoir Pierre pour faire le point euh, sur du coup 3 ans et demi, puisque notre épisode a été enregistré il y a plus de 3 ans. C'était le premier épisode du podcast. Pierre, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir de te revoir ici. Comment tu vas et dans quel mindset t'es aujourd'hui? Ouais, merci à toi. C'est un plaisir, un honneur d'être le premier, d'avoir été le premier et de le rester, et d'être de retour sur ton podcast. J'ai pu suivre un petit peu tes aventures et c'est bien, tu vois, quand il y a un podcast qui est mené par une personne et qui reste dans le temps. Parce qu'il y a plein de podcasts, mais c'est difficile de tenir dans le temps, hein. Et ben Mhm. voilà. Comme quoi, tu vois, faut tenir sur la longueur, faut aimer ce qu'on fait et faire ce qu'on aime. Et voilà, je trouve que c'est super. Donc bravo à toi pour avoir tenu et t'éclater comme ça. Et bravo aussi pour avoir changé. C'est pas facile quand on a une idée, tu vois, par exemple pour le nom d'un podcast, d'avoir l'humilité et la sagesse de changer en cours de route. De dire finalement, je bifurque. Ben ça, Mhm. c'est une marque aussi, je trouve que qui est, qui est de sagesse. Donc merci pour la réinvitation et ça va être bien le mindset d'un papa qui fait pas toutes ses nuits, mais Mhm. qui est un papa très heureux d'avoir un petit garçon qui a 9 mois et de vivre avec la femme de ma vie. Donc voilà, que demander de plus? On peut toujours se plaindre de quelque chose, mais j'ai quand même la plus belle des vies. Voilà. Yes. Ok, top. En effet, le podcast a évolué en 3 ans. J'imagine que toi aussi. Peut-être que, tu vois, il y a plein de gens qui nous ont rejoints en cours de route, qui ont suivi le train du podcast en marche et qui donc peut-être te connaissent pas, peut-être n'ont pas écouté ce premier épisode. Est-ce que tu pourrais dire ben, peut-être qui était le Pierre d'il y a Mhm. 3 ans et qui est celui qui est là en face de moi aujourd'hui? Ouais, parce que 3 ans et demi, ça nous remonte à donc mi-2022, on va dire, quelque chose Ouais, comme ça. c'est ça. Mi-2022, le centre de l'Hormèse n'était pas encore lancé. C'est-à-dire que mon centre de formation n'était pas encore lancé, puisque la première rentrée, c'était septembre 2022. Et septembre 2022, donc, marquait le commencement de mon activité principale actuellement, qui est le fait de diriger un centre de formation euh, pour, en gros, professionnels du sport et de la santé. On va dire ça très facilement, de cette manière-là. Et donc, à l'époque où tu m'as interviewé pour la première fois, je devais avoir la tête vraiment dans le guidon, dans le vouloir terminer les cours pour les élèves avant la rentrée, etc. Ça devait être un gros bouillonnement interne. Et, euh, et là, aujourd'hui, on a formé plus de 400 personnes, on est sur notre quatrième rentrée. Je suis très content, vraiment, de cette aventure-là. Comme on disait, c'est l'aventure d'une vie de créer une école. Euh, Mhm. et, euh, et les retours sont plus que positifs, c'est-à-dire j'ai vraiment l'impression d'avoir un impact dans ce monde, euh, et surtout que cet impact me ressemble, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui m'est très cher, laisser mon empreinte, mais surtout mon empreinte très personnelle, qu'elle soit pas teintée de l'empreinte des autres, vivre ma propre vie, comme on dit souvent dans le monde du dev perso. Mhm. Donc c'est pour ça que maintenant je me suis mis à l'écriture des livres. Peut-être que Mhm. si tu me réinterroges dans 3 ans, je te dirais, 2025-2026, c'était le début de l'aventure d'écrire des livres. Voilà, j'écris plus uniquement pour moi-même. Maintenant, je suis dans la transmission dans les livres. Donc, le guide de l'Hormèse est sorti aux éditions Très Daniel. Ça, c'était un milestone pour être présent à la Fnac. Tu vas juste dire j'ai un livre à la Fnac. Mhm. Après, je fais beaucoup d'autres livres, mais c'est de l'autopublication, c'est pour la communauté. Mhm. Voilà, je rentre pas dans le circuit classique et il faut le dire un peu vieillot quand même des maisons d'édition et des librairies, hein. C'est un circuit qui commence un petit peu à s'effondrer, mais le livre est toujours très puissant et je pense qu'il faut continuer à écrire. Voilà, le mindset, et mon parcours actuel, c'est vraiment le centre de l'Hormèse. C'est vraiment ce centre de formation-là. Donc, toutes les personnes qui veulent faire une reconversion dans le soin, la santé, la performance aussi, qui aiment qui aiment se dépasser physiquement, intellectuellement, mentalement, et qui aimeraient devenir coach, thérapeute, ou qui aimeraient utiliser ces connaissances pour se renforcer,
cœur, corps, esprit, hein, tout le renforcement, mais dans son métier. Tu vois, il y en a, ils sont chefs d'entreprise, managers, ils veulent que leur corps, que leur mental, que leur esprit suivent ce désir de performance sans changer de métier. Donc ils viennent se former en simple curieux chez nous finalement. Hein, nous on forme à l'entrepreneuriat, donc quand les élèves rentrent, ok, ils apprennent la nutrition, ils apprennent la préparation physique, ils apprennent la préparation mentale, ils apprennent tout un tas de concepts autour de la physiologie humaine, ils comprennent leur corps, ils comprennent comment fonctionne leur esprit. Mais après, c'est ce qu'on pousse aussi, c'est l'une des matières, on pousse à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, sans les forcer, on leur apprend comment créer leur propre entreprise et voler de leurs propres ailes. Parce qu'il y a quand même, je trouve, actuellement un désir de liberté et de sortir d'un système de travail et j'ose le dire, un peu d'esclavagisme moderne quand on est dans le monde du travail classique, qui ressemble à celui de papa-maman, quoi, qui est assez aliénant pour les êtres humains. Et donc, j'ai tendance à pousser à l'entrepreneuriat. Donc, on forme aux sciences du vivant, mais aussi à comment lancer un business et une entreprise pour que ça marche. Voilà, ça c'est vraiment qui je suis, enfin surtout qu'est-ce que je fais, qui je suis, c'est avant tout un père de famille, hein, ça je vous l'ai dit dès le début, Ouais. mais, euh, mais voilà mon activité principale au centre de l'Hormèse. Top. Bah, félicitations pour tout ça. On voit qu'il y a eu de l'évolution, il y a eu du chemin, il y a plein de choses qui se sont passées durant ces 3 ans, donc c'est cool. Merci d'avoir fait cette petite mise à jour. Peut-être pour ceux aussi qui ne te connaissaient pas ou qui n'avaient pas écouté notre premier échange, lors duquel on avait beaucoup parlé d'hormèse, de froid et de yoga Tumo. C'était les sujets principaux, je crois, de notre échange, à ce moment-là. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on démarre par un sujet, moi, qui me tient à cœur, qui est la méditation. OK? Et je sais que pour toi, la sémantique, la définition des mots, c'est quelque chose d'important. Et j'aimerais qu'on fasse un petit exercice. Et plutôt que tu nous dises qu'est-ce que c'est selon toi la méditation, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que ça n'est pas. Avec grand plaisir. En toute humilité, hein, bien entendu, il y aurait des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour le transmettre. Donc la sémantique est très importante, comme tu l'as dit, la définition des termes. Tout d'abord, ce qu'on appelle méditation nous vient de l'Inde, hein, comme on l'entend habituellement, et donc du bouddhisme. Là, donc Siddhartha Gautama, qui était un prince, qui s'est émancipé de sa condition de prince, a commencé à pratiquer une certaine forme de repli sur lui-même et d'introspection. Il a pratiqué. Bouddha n'a jamais, quand il s'est éveillé, donc on l'a appelé Bouddha, ça veut dire l'éveillé, il n'a jamais prononcé le mot méditation. Et parce que tout simplement, il parlait pas français. Hein. Lui, il a dit bhavana. Méditation, c'est un terme qu'on peut attribuer, par exemple, à Montaigne. Quand tu lis les méditations de Montaigne, ou les méditations de Marc Aurèle, tu lis des pensées. Alors, bhavana ne veut pas dire penser ni méditer. Bhavana, en sanskrit, ça veut dire habituation, entraînement. Donc là, on est très loin, en fait, de la traduction française qui dit méditer. Méditer, en français, ça veut dire vraiment réfléchir à quelque chose. Or, tout le projet de bhavana, c'est ne pas penser. Donc on est dans un contresens total en Mhm, Occident quand on dit méditer. mhm, Surtout, la méditation, ce n'est pas penser à quelque chose, c'est ne rien penser. Et il y a une grande différence entre penser à rien et ne rien penser. mhm, Quand on pense à rien, c'est que l'objet de la pensée donc la pensée a un objet. Elle est tendue vers quelque chose. C'est ce rien. Et là, on est mort. On a déjà raté le coche. Non, c'est ne rien penser. C'est être en amont des pensées. En essayant, en tout cas, d'être en amont des pensées. Et en essayant d'être en amont, dès qu'on va décrocher, qu'on va penser à quelque chose, par exemple, une pensée nous traverse l'esprit et on réfléchit à ce qu'on va manger à midi, on dit mince, hop, 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 je reviens en arrière, je remets à zéro. Et cette remise à zéro où justement on ne pense pas, il n'y a pas de pensée, bah ça dure, allez, 1 seconde, 2 secondes, et hop, on repense à quelque chose. Et c'est ce va-et-vient, en fait, bhavana. Cette mhm. habituation de se dégager
de ce brouillard mental qui est constant, comme si on était dans un concert constamment, et que vous pouviez, par un bouton, faire silence. Tout d'un coup, il n'y a plus de son, il n'y a plus de concert, il n'y a plus de musique. Mais ça, hop, ça repart en musique tout de suite. Et il faut réappuyer sur le bouton à chaque fois. Et c'est cet entraînement de faire silence en nous qu'on appelle bhavana. Plus on pratique, plus en fait notre cerveau, au niveau neuroscientifique, on s'est rendu compte que les corrélats neuronaux, donc les neurones qui s'activent et qui se désactivent durant cette période où on ne pense pas, et ben notre cerveau rentre en mode par défaut. Donc mode par défaut, c'est un système d'état d'être où le cerveau en fait est, euh, est très comment dire, au repos et en mode intégration, si on voulait pour le faire simplement. Il n'est pas dans l'action, il n'est pas dans la projection, il n'est pas dans l'anticipation. Et donc, généralement, il y a certaines structures dans le cerveau comme le striatum, les voies dopaminergiques, qui commencent à se faire un bon reset, une remise à zéro. Elles se reposent. Alors qu'elles sont surstimulées de nos jours. Mmh. Par les écrans, par les projets, par les idées justement de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire aux prochaines vacances, comment je vais gagner ma vie, toutes voilà, en sanskrit on dit samsara, donc les idées noires, les trucs qui tournent en boucle dans la tête, et ben on arrive à s'en dégager par bhavana, par cette habitude. Donc la méditation en fait c'est un entraînement de l'esprit, c'est de la muscu pour l'esprit. Mmh. Voyez ça comme ça. Mmh. Et même, j'ai envie de dire, c'est plutôt le sommeil chez le bodybuilder. Tous les bodybuilders savent il faut se mettre le tarif à la salle. Ok, il faut soulever des gros poids, il faut se défoncer. Mais après, si on dort pas, la phase anabolique où on récupère et où il y a la croissance musculaire, c'est la nuit. Ils le savent. Il faut vachement dormir quand on veut construire du muscle. Et ben ça, imaginons que c'est bhavana. C'est que votre cerveau, vous appuyez enfin sur le bouton repos, intégration, et que ça va vous aider dans une forme de croissance, en fait. Ok. Ce que tu dis là, c'est que finalement, au même titre que le sommeil, la méditation ou l'exercice que tu décris serait une nécessité biologique. Et- ouais, je pense. Je pense que à une autre période de l'humanité, on y avait accès plus facilement. Plus facilement, tu étais dans un état justement méditatif, c'est-à-dire un état où il n'y avait pas forcément de pensée, un état qui ressemble un peu à l'état de flow. Certains auteurs appellent ça un état de flow, où tu es conscient de ce qui se passe. Tu es conscient. C'est comme quand tu prends ta voiture et tu vas à un endroit où tu as vraiment l'habitude d'aller, et tu y arrives et tu dis merde, j'ai pas vu le trajet. Je t'ai perdu dans mes pensées et j'ai fait le trajet comme ça. Pourtant, j'étais conscient de ce qui se passait, mais c'est pas comme si je dormais au volant. J'ai fait tout, mais j'étais ailleurs. Et ben, ce truc-là, c'est un petit peu un état méditatif qu'on devait avoir à portée de main beaucoup plus facilement que de nos jours où on a notre smartphone constamment dans la poche, et puis les montres connectées, et puis les trucs qui nous empêchent en fait d'atteindre cet état-là. Et c'est pour ça que la méditation est si en vogue et un outil très adéquat pour les Occidentaux actuellement, c'est que ils sont complètement de l'autre côté, constamment, et qu'il faudrait revenir un petit peu sur ça. Donc pour reprendre un peu, ça la méditation, ça n'est pas mener une réflexion intellectuelle. C'est vrai que le terme méditer en français, c'est ça, en tout cas dans le sens peut-être philosophique. Méditer sur la vie, méditer sur la mort, sur la beauté, c'est mener une réflexion intellectuelle intense sur un sujet. Ce n'est pas ça. Méditer, ce n'est pas ne penser à rien. C'est d'ailleurs impossible. Et moi, souvent, j'ai l'impression qu'une misconception aussi de la méditation, souvent, c'est les gens pensent que c'est de la relaxation. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi la méditation, ce n'est pas une technique de relaxation, ce n'est pas de la relaxation justement? Ben oui, c'est pas une technique pour réduire le stress, c'est pas, comme tu l'as très bien dit, en fait, la méditation, normalement, comme on le dit souvent, quand on demande à quoi ça sert, mais en fait, c'est pas que ça sert à quelque chose ou quoi, il n'y a pas de relation de servitude avec cette technique-là. La méditation, c'est juste la méditation. Ok, faut pas chercher un objet absolument et un objectif à pratiquer ça. C'est un état d'être, c'est un état
de changement, c'est Lama Punso qui disait ça, j'aime beaucoup Lama Punso. C'est un changement de connaissance sur le monde et sur soi-même. C'est-à-dire, tout d'un coup, on change notre manière d'avoir des connaissances sur le monde et sur soi. Et je trouve ça beaucoup plus juste. Donc on cherche pas à se relâcher, à se relaxer, etc. Mais c'est vrai que par le relâchement, on va pouvoir atteindre Bhavana. Mais c'est voilà, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le relâchement qui aide à atteindre un moment où on peut bien s'entraîner, bien entraîner son esprit. Si on garde en tête que la méditation, ce n'est pas méditer à quelque chose, mais s'entraîner, vraiment un entraînement, alors on comprend que ça doit être aussi inconfortable qu'un entraînement physique. Si on veut progresser, Mhm. en sport ou quoi, on sait qu'il faut et je pense qu'on est construit sur ça, hein, supporter la charge maximale. Si tu me demandes c'est quoi la nature humaine, la caractéristique fondamentale de la nature humaine et même du vivant, je te répondrai, je pense que la réponse la plus juste, c'est la capacité à supporter la charge maximale. C'est-à-dire, tu as un organisme vivant devant toi, il est au point où il est, que ce soit une cellule ou un écureuil, ils en sont à ce niveau-là. Parce qu'il y a tout un passif qui les a construits pour en arriver là. Et arriver là, ils sont capables de supporter une charge qui leur est maximale. Si ils se contentent de naviguer et de se donner des challenges et des défis sous cette charge-là, ils ne progresseront jamais. Et nous, on le sait bien, le confort, il nous tue. C'est-à-dire que le confort, être sous maximal, sans stimulation, sans surcharge, que ce soit du corps, du cœur ou de l'esprit, fait qu'on va pas stagner, on va régresser. Ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Le corps, c'est bien parce que ça se voit tout de suite. Les muscles fondent, Mhm. la mobilité se raidit, donc on le sait tout de suite. Mais l'esprit, c'est la même chose aussi. Mhm. Vous voyagez plus, vous restez enfermé chez vous, vous ne voyez plus personne, vous allez devenir psychorigide. C'est-à-dire, votre monde va se cloisonner dans votre propre conception des choses. Et Tu vous allez n'écris plus, devenir, si vous tu allez ne lis réfléchir à faire plus, des cas. Comment? si tu n'écris plus, si tu ne lis plus, pareil, c'est des choses que tu perds. Ouais. Bien sûr, bien sûr. L'écriture et la lecture sont des moyens d'introspection et de connaissance absolument génial. Absolument génial. Mais ça ne doit pas venir... C'est sur un autre plan que le brassage des liens sociaux. Moi, si je me mets dans ma grotte et que j'aurais beau lire et écrire toute ma vie, je n'atteindrai pas le même niveau intellectuel, émotionnel, tout ce que tu veux, de mon être, que si je rencontre des gens constamment différents, je voyage, je parle des autres langues. Ça, c'est une richesse. Tu peux pas l'atteindre tout seul. Mais il faut faire tout. Moi, je veux tout. On fait tout. Donc, on lit, on écrit, on rencontre, on discute, on échange. Je pense qu'il faut tout faire. Donc, pour revenir à ta question, la méditation, c'est vraiment... Il y a plein de pièges occidentaux où on cantonne ça à un tapis de yoga et une position en lotus. Euh, Tu lis les premiers textes Patanjali et les premiers textes du yoga, les tout premiers, jamais tu n'as de rigidité ni de ligne droite. Il n'y a pas des asanas, des postures où tu as des angles droits avec le coude et il faut tenir des postures. Tu n'as pas ça. On a, on a changé, on a transformé le message, on l'a aliéné. Euh, C'était des fakirs qui allaient dans des grottes, des montagnes d'Inde pour se mettre dans le mal, c'est-à-dire se mettre vraiment à l'épreuve, dans le corps et dans l'esprit, pour voir ce qu'il y avait au fond d'eux. Okay, donc c'est pas rigolo, quoi. C'est vraiment dur. Et le Tummo, ce qui est bien, c'est que ça fait la part belle à ça, c'est-à-dire vous êtes obligé de passer par une exposition volontaire au froid. Donc vous êtes obligé de vous le mettre dans le dur, parce que sinon, ouais, ben on va faire ça dans la salle commune avec des tapis de yoga. On va rater le truc, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, finalement, c'est le terme méditation, donc si on comprend bien, qui prête vachement à confusion. Et si on... En fait, le terme qui conviendrait peut-être mieux, et c'est celui qu'on utilise aussi, c'est celui de pleine conscience, ou mindfulness en anglais, ou comme tu me disais, ben, on a tendance à être tout le temps ailleurs, dans notre mémoire, dans notre imagination, dans la projection, dans l'anticipation, et on n'est jamais vraiment ici, maintenant, on n'est jamais vraiment présent,
et la pleine conscience serait un entraînement à ça, à être un peu plus présent ici et maintenant. Clairement. Alors la pleine conscience, je la mettrai sur un autre plan. C'est un type de méditation parce que, c'est-à-dire tu vas te forcer, il y a tout un tas de méditations bien entendu, mais celle du bouddhisme qui m'a été enseignée est un petit peu différente de la pleine conscience, mais pour la pleine conscience, tu vas essayer de forcer toute ton attention sur un support. Mmh. La Pleinement respiration, conscient. par exemple. La respiration, c'est le cas typique. Mmh. Ce qui est bien, parce que s'il y a un va-et-vient, il y a un truc qui est cyclique. Ça, le cerveau, il aime bien. Et dès que tu décroches du support, tu essaies d'y revenir. Ça, c'est la première étape de la pleine conscience. Mais euh, les gens pensent que euh, pouvoir coller au support, c'est la réussite de la méditation. Et que quand ils sont pas collés au support, c'est l'échec de la méditation. Alors que c'est pas ça. C'est justement le va-et-vient. C'est se rendre compte du va-et-vient. Se rendre compte que je décroche et que je reviens, que je décroche et que je reviens. Et que, les bouddhistes appellent ça le moment du manque, je suis naturellement attiré par le confort et naturellement repoussé par l'inconfort. Et ça, quand tu te rends compte de ça, on appelle ça le moment du manque, c'est le moment où tu peux casser la roue du karma, la roue de l'éternelle insatisfaction, comme disent les bouddhistes. À partir de ce moment-là, tu peux te libérer. Mais c'est pas pour juger que le confort c'est bien, ou le confort c'est mal, et l'inconfort c'est bien, ou bien c'est mal. Non, il n'y a pas de jugement. C'est, vous devez juste vous mettre dans un état où vous voyez vos habitudes, vos automatismes. Mmh. Tiens, je vais naturellement vers ça, ou bien je fuis naturellement ça. Pourquoi? Ben, je vais naturellement vers ça parce que ça me confirme. Ça confirme l'identité que je me fais de moi. Ça confirme un truc que j'aimerais cristalliser pour toujours de qui je suis. Alors que qui je suis, ça évolue tout le temps. Moi, j'étais pas père de famille il y a 3 ans et demi, la première fois que tu m'as interviewé. Mmh. Donc, quand tu me disais présente-toi, je disais, bon, je fais ci, je fais ça, j'ai une chaîne YouTube. Maintenant, je me présente autrement. Donc, mon identité, elle a complètement évolué. Puis j'ai des rides maintenant, là. Depuis 3 ans et demi, je les ai prises, tu vois. On change tout le temps. Donc, l'une des méprises, tu sais, dans le bouddhisme, il y a 3 méprises. L'une des méprises, première maîtrise, c'est on prend pour permanent ce qui est impermanent. Les choses changent tout le temps. C'est l'impermanence partout. Pourtant, ce qu'on capte du monde dans un premier temps, c'est on a l'impression que les choses sont fixes, que cet ordinateur, il bouge pas. En fait, chaque atome, tout le monde est en train de se désagréger et dans 10 000 ans, je reviens, l'ordinateur, c'est redevenu de la poussière. Donc tout se désagrège, je me désagrège, nous sommes en train de mourir tous les deux, même si on est vivant et qu'on a l'impression que l'autre il bouge pas. Et bien ça fait partie des choses qu'on peut, euh, qui peuvent nous sauter la figure, peuvent être éclairées grâce à la pleine conscience. Mmh. Tu vois, la pleine conscience, ça pourrait être quand tu manges, ça pourrait être quand tu coupes Ouais. tes légumes, ça pourrait être à chaque moment. Ou vraiment, quand tu coupes ton légume, tu penses à couper ton légume. Mmh. Quand tu cours, tu fais ta course à pied, tu restes focalisé sur ta respiration, etc. Et quand tu essayes de faire ça, tu repères les moments où tu décroches, tu repères les choses qui bougent alors que tu essayes de les figer. Mmh. Tu observes les propres mécanismes, même mentaux, avec lesquels tu es aux prises. Ouais, j'aime bien dire souvent que le fait de méditer, pratiquer un exercice de pleine conscience tous les jours, c'est un peu comme prendre la météo intérieure ou la température intérieure, où tu te rends compte qu'il y a des matins, ça part dans tous les sens et il y a peut-être une pensée, un truc qui revient, auquel tu as du mal à lâcher prise et même tu as envie d'alimenter sur le moment, tu vois? Et tu es obligé de revenir pour et d'autres moments, d'autres matins où, bon, c'est vachement plus calme et apaisé, tu vois? Et c'est ça qui te permet de prendre cette température et d'observer un petit peu les mécanismes avec lesquels, ouais, tu es aux prises. Et donc tu voulais rajouter quelque chose par rapport Ouais, à je ça? voulais rajouter un Vas-y, tout vas-y. petit truc, c'est que euh, il y a des pouvoirs, comment dire, il y a des bénéfices à faire ça qui sont souvent insoupçonnés Mmh. et qui nous permettent d'apporter de la nuance à des choses qui nous sont dites, surtout dans ce monde qui est très matérialiste. Depuis le XXe siècle, en France, en Occident, en tout cas, on est très 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 matérialiste. Par exemple, pour le café. Le café, c'est un grand truc sur Internet. Bon, c'est l'épice numéro 1 du monde. Tu vois, c'est l'épice qui est partagée, qui est échangée économiquement la plus au monde, la plus consommée, hein.
un petit peu derrière le thé parce que les Indiens et les Chinois boivent beaucoup de thé, mais quand même, le café c'est quelque chose, quoi. Et donc, tu as des débats sans fin sur Internet sur est-ce que le café c'est bon ou est-ce que c'est mauvais. Il y en a qui disent il y a des polyphénols dedans, des antioxydants. Il y en a qui disent c'est pas bon parce que c'est diurétique. Donc tu vas te déminéraliser. C'est sans fin. On oublie très souvent l'expérience de première main. C'est-à-dire, vous jugez le café comme si vous pouviez juger la caféine isolée, toute seule, comme ça, en dehors de toute interaction. Ben non, la caféine, elle est bue, le café, il est bu par quelqu'un. Donc c'est ce quelqu'un aussi qui va donner la résultante. C'est et le café et ce quelqu'un qui vont interagir et qui vont donner un truc. C'est ça qui est intéressant. Donc vous oubliez de parler à la personne. Et Mmh. une personne humaine, c'est pas juste de la chair. Il y a aussi une matière pensante. Si tu bois du café, tu n'as pas, ou très peu, accès à cet état de pleine conscience, à l'instant présent, à l'état méditatif. Essaye de t'envoyer 3 espressos et de méditer. Mais tu vas pas y arriver. Tu vas partir dans les projets. Tu vas faire, ah ouais, puis aujourd'hui je vais faire ça, puis après je vais faire une séance de sport, et puis après je vais faire un nouveau business plan pour mon entreprise. Et oui, parce que ça surstimule les boîtes dopaminergiques. Tu es projeté dans un ailleurs. C'est plus ici et maintenant, c'est tout à l'heure, loin, dans le temps et dans l'espace. Donc tous ceux qui disent que c'est bon, c'est mauvais, parce on regarde les molécules, ça fait sécréter de la noradrénaline, ah oui mais c'est antioxydant, tout le côté matérialiste, ils oublient complètement le côté psychologique. Qu'est-ce que ça fait si je bois du café tous les jours? Bah ça fait que je pourrais jamais méditer. Mmh. Qu'est-ce que ça fait si je peux jamais méditer? Ah bah je peux pas avoir tous les bénéfices qu'on vient de décrire. Quelqu'un qui est constamment ailleurs qu'ici et maintenant, et ben il va y avoir un contre-coup. Euh, voilà, il n'aura pas tous les bénéfices de l'instant présent et de la méditation, etc. Donc, et ça n'est jamais discuté. Tu vois. On voit toujours des biais de confirmation qui nous vont bien, hein. Tu vois, on trouve la justification de son truc par la molécule alchimique. Mais c'est bien, la molécule chimique, ça prouve pas tout. Mmh. Voilà, je voulais juste éclairer sur ça. Ouais, et donc tu vois, la méditation parfois aujourd'hui, c'est un peu décrit comme, un espèce de luxe d'occidentaux, de blancs, de privilégiés, tu vois? Qui a le temps de méditer, et dans ce que tu dis en même temps, on a presque l'impression, comme je le disais, que c'est une nécessité physiologique et psychologique. En particulier peut-être justement pour l'homme moderne. Qu'est-ce qui fait que moi j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, c'est une minorité de personnes qui pratiquent Bien sûr. ce type de pleine conscience, de méditation? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, tu penses que on est une minorité à avoir intégré ce genre de pratique dans nos vies? Euh, L'air du temps. Je dirais que, comme je disais, le XXe siècle était très matérialiste, donc très porté sur euh, les choses qu'on dit concrètes, le bien matériel, l'accumulation de biens, l'accumulation de richesses, le fait que dans sa vie, pour réussir, il faut un travail, euh, il faut une situation, il faut des choses tangibles. Tu vois. Moi, je me rappelle avoir questionné ma maman sur c'est quoi la réalité selon toi? Les générations de nos parents, moi, ma maman, elle me dit, bah, c'est les choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Et c'est tout. C'est-à-dire, ça, c'est la réalité. Alors, la pensée, l'amour, l'amitié, pour toi, c'est pas réel. Et ça bloque un peu, tu dis, ah bah si, c'est réel. Bon, bah, ça, tu peux pas le toucher, tu peux pas le voir, tu peux pas le mesurer, tu peux pas le peser. C'est impalpable, ouais. Ouais, c'est impalpable. Alors, c'est quoi la réalité? Et puis, qu'est-ce qui est important dans la vie? Si tu demandes à quelqu'un ça, peu de gens vont te répondre ma voiture, ma maison et mon argent. Ils vont te dire, ah bah, c'est ma famille. Bon, pourquoi tes actions ne s'inscrivent pas là-dedans alors? Pourquoi tes actions, tu les inscris dans une entreprise qui n'est pas la tienne? Pourquoi ton temps et ton énergie, tu le passes avec des gens que tu n'aimes pas vraiment? Pourquoi en fait? Et on est héritier de la révolution industrielle en Occident, de l'américanisation aussi beaucoup, qui est extrêmement matérialiste, où le confort et l'accumulation de richesses est l'objectif premier qu'on te donne dès l'école. Vous devez apprendre pour avoir un métier, pour avoir de l'argent, pour apprendre quelque chose et obtenir un gros compte en banque
qui vous permettra d'avoir un prêt qui vous donnera accès à une maison, une voiture, etc. Et, on ne dit même pas, mais c'est sous-entendu, vous serez heureux. Donc, dès le départ, la trajectoire est lancée. Donc, on est une génération qui essaye de voir si, en fait, le début de l'aventure, là, de l'histoire, n'était pas pourri à la base. Tu vois, si on nous a pas construit une mauvaise tour. Mais on est tout en haut de l'édifice. On a construit déjà la tour. Et elle est pourrie. Les fondations sont pourries. Donc il faut se dire, est-ce qu'on reconstruit tout ou est-ce qu'on en construit une à côté sur d'autres fondations? Et on est les premières générations à penser ces autres fondations. Il y a certaines clés, perles de sagesse à mon avis, qui peuvent nous venir de l'Orient, notamment le bouddhisme. Euh, où les castes, toute la culture indienne, s'est sans doute confronté à des problèmes similaires aux nôtres actuellement, mais il y a 2000 ans. Et donc, se sont développés des pensées, des courants de pensée et des outils qui sont sans doute très pertinents pour nous actuellement. Mais t'as raison, on est encore très minoritaire. La matrice en place, je veux dire, cloisonne la plupart des esprits, encore actuellement. Et que c'est difficile d'avoir le discours qu'on a tous les deux là actuellement. Tu vas au PMU du coin, ouais, dans mon petit village des Hautes-Pyrénées, là, si je vais tenir ce discours-là au PMU, je pense qu'ils sortent les armes. Ouais, ou justement, on va te dire, mais c'est quoi ce truc de moine bouddhiste? Oui, c'est ça, Exactement, de c'est ça qu'on va hippie, te dire. etc. Ouais, bien sûr. Et c'est marrant ce que tu dis, ça m'a questionné parce qu'en même temps, tu parles de matérialisme et donc on est dans un monde très matérialiste dans lequel on s'intéresse pas vraiment à ce qui peut être impalpable et cultiver son esprit, l'aspect mental, etc. Ce que pourrait aider, ce pourquoi pourrait aider la méditation. Et en même temps, tu vois, je pensais qu'il y a pas longtemps, j'ai lu un livre qui s'appelle Les outils des géants de Tim Ouais, Ferriss, c'est une pièce, ça. dans lequel il interviewe plein de gens qui ont un succès matériel, justement, que ce soit dans l'entrepreneuriat, la musique, l'art, le sport. Donc des gens qui ont une réussite matérielle quand même très importante. Et 80% de ces gens, dans les outils qu'ils décrivent et tout, ils parlent à un moment donné d'une technique de méditation, de pleine conscience, de respiration. Mhm. Ça m'a interloqué. Ben oui, parce que il y a quelque chose en nous, et quand je dis nous, je dis le peuple, qui ne fait pas partie des 0,1% de l'élite que Tim Ferriss est allé interviewer. Mhm. Parce que lui, il allait interviewer les plus grands chefs d'entreprise, les plus grands athlètes, les plus grands entrepreneurs, les plus grands auteurs, etc. Euh, il y a quelque chose en nous qui nous touche dans cette performance de l'être humain. Euh, mais performer et être le meilleur, se mettre en avant, etc., ça ne nous est pas rendu disponible. Quand je dis on, c'est 99% des gens à l'école. Surtout en France, on est dans la culture du reste à ta place. Surtout ne t'élève pas. Et si tu t'élèves, on va te juger, on va te jalouser, on va être jaloux, on va dire que tu mérites pas ton succès, etc. Déjà, tu vas aux États-Unis, c'est autre chose. Et t'es regardé d'un meilleur œil si t'as échoué, si t'as lancé des entreprises mais que tu t'es cassé la gueule, si t'es un entrepreneur, si tu prends des risques. Déjà, ce serait sans doute un petit peu plus simple, ça. Et donc, on est fasciné par les gens qui performent, qui sont des extrémistes. C'est-à-dire, tu prends les Schwarzenegger que Tim Ferriss a souvent interviewé, Michael tu prends Jordan. Michael Jordan. En fait, les gens ont été acharnés, des personnes qui ont, euh, comment dire, qui ont raffiné leur art 20 heures par jour pendant 20 ans, alors que si nous on le fait, tout le monde autour de nous va nous dire c'est pas bon pour ta santé, c'est pas bien, tu devrais pas faire ça, t'es trop extrême, etc. Tu passes ton temps à faire ton truc là, dans ton coin, mais. Et pourtant, vous glorifiez ces génies-là. Mais ces génies, qu'ils soient Ouais. des génies mathématiques, scientifiques ou sportifs, c'est des gens qui se butent à un truc qui est leur passion, comme des autistes. Un autiste, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne peut plus voir tout ce qui est autour de lui est saillant. Tout ce qui est autour de lui est une information importante. Donc, il ne se rend pas fonctionnel dans le monde. Eh ben, si tu agis comme un autiste, c'est-à-dire que tu vas choisir un truc, et ce truc va être saillant, donc ça veut dire qu'il va accaparer ton attention et ton esprit toute ta journée.
Et tu vas pas le lâcher. Et voilà, ça donne des Michael Jordan. Il y en a plein hein, qui sont comme ça acharnés, mais tu rajoutes à cet acharnement une prédisposition, mais bon, tu tombes sur Roger Federer. Mhm. On les adore. Les foules se déplacent, mais dès qu'il faut les émuler, c'est-à-dire dès qu'il faut leur ressembler dans leur comportement quotidien, il n'y a plus personne. Et on te traite de fou. Ouais. Non, moi, euh, tu vois, moi j'enseigne au centre de l'Hormèse les bonnes pratiques pour, par exemple, respecter les cycles circadiens. L'indexation de la physiologie sur le soleil, l'alternance jour-nuit, Mhm. comment la lumière rentre dans ta rétine et active certains groupes de neurones, surtout le noyau suprachiasmatique dans le cerveau, qui active après toute ta biologie interne. Donc, mes élèves arrivent souvent, surtout au début du cursus, avec des questions du genre ah oui, mais alors moi j'arrive pas à dormir, à quelle heure il faut que je me réveille, à quelle heure il faut que je me couche, comment je fais pour les lumières, et puis les lumières bleues, etc. Et toujours, moi je commence par répondre, et puis on met en place des choses très pratiques. Comment accompagner quelqu'un aussi dans ça, tu vois, c'est des choses très pratiques à mettre en place. Mais au bout d'un moment, j'ai toujours un ras-le-bol, et je dis, mais vous savez, si vous êtes en train d'écrire un chef-d'œuvre, vous êtes en train de bâtir une cathédrale, je m'en fous complètement que vous passiez des nuits blanches. Si vous êtes en train de créer votre entreprise là, et que vous êtes tellement galvanisé, moi je me souviens quand j'ai créé ma première auto-entreprise, qui était des échanges import-export avec le Japon, parce que je revenais du Japon, j'étais tellement excité que j'ai passé une nuit blanche à créer mon site internet. Si vous ait en train de créer votre propre cathédrale, mais je m'en fous, vous passiez des nuits blanches. Allez-y, bordel. La vie, elle est faite pour ça. Il Mhm. faut s'amuser. Il faut être passionné, il faut être acharné. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre méditation à 8 heures, puis notre respiration à 9 heures, puis notre bain froid à 9h30, mais on va devenir fou. Les outils du biohacking deviennent des outils de perdition s'ils se transforment en objectifs. Il faut les laisser à leur place. C'est juste des outils. Juste des outils. Et donc, pour revenir sur Tools of Titans, là, les outils des titans de Tim Ferriss, ces gens-là, les Michael Jordan et Schwarzenegger, etc., quand ils nous partagent leurs outils, du genre la méditation ou quoi, ne croyez pas que c'est en méditant que vous allez devenir Schwarzenegger. Mhm. C'est en étant acharné qu'on devient quelqu'un. Acharné. C'est tout. Ça me touche beaucoup là, ce que tu es en train de dire et le sujet qu'on est en train d'aborder. J'avais pas prévu de l'aborder et d'en parler, mais Tant mieux. c'est des questions que je me pose beaucoup en ce moment et que honnêtement j'essaye d'éviter un petit peu parce que j'ai l'impression que ça me pollue. Hmm. Ce dont tu parlais sur la mentalité un petit peu. Il y a 3 ans, tu vois, quand on a enregistré ce premier podcast, je lançais tout juste Méditation. Ce podcast, cette entreprise dans le sens juridique, c'est une micro-entreprise, une société, et cette entreprise dans le sens de cette vision, de cette mission qui me porte et à laquelle, du coup, depuis plus de 3 ans, je dédie tout mon temps, mon énergie, tout mon argent, toutes mes ressources, où j'y mets vraiment chaque bout de mon corps, de mon esprit, de mon âme, tu vois. Dernièrement, là, vraiment, ces dernières semaines, j'avais souvent l'impression d'être dans un panier de crabes. J'ai l'impression que c'est ce que tu décris, tu vois? Que voilà, tu as envie de t'élever, tu as envie de réussir, tu as envie de faire des choses, tu en fais toujours plus et tu donnes toujours plus et tu vois, je sais pas trop comment en parler et quoi en penser, mais voilà, vu que tu abordes le sujet, ben, parlons-en parce que c'est des questions que j'ai vraiment en ce moment où est-ce que je me pose la question sur la France, puisque c'est le système un peu dans lequel là j'évolue. Est-ce que la France, c'est pas un peu un panier de crabes où j'ai l'impression d'être retenu parfois, alors que moi j'essaie de sortir, de faire mes trucs, tu vois? Du coup, quand tu as parlé de ça, je me suis senti touché, tu vois? Dans mon corps, il s'est passé un truc, je me dis: «Waouh, OK, ça c'est vraiment au cœur de mes questionnements aujourd'hui». Ouais. Dans ces moments-là, se rappeler certaines phrases fortes de certains penseurs, ça peut nous aider. Tu sais, lire les stoïciens, lire Marc Aurèle, c'est bien de le lire quand tout va bien, mais c'est surtout quand tout va mal, quand on doute qu'il faut retourner vers eux. Et Idriss Shah, il avait dit quelque chose de très fort, il avait dit n'attends d'applaudissements que de toi-même. Rappelle-toi que ce que tu fais, c'est pour toi. C'est-à-dire, c'est pas pour les autres. C'est pas pour le succès, c'est pas pour la gloire, c'est pas pour les autres. C'est d'abord pour toi. Le succès, le qu'en dira-t-on, il est important, c'est clair, parce que le tissu social, mine de rien, nous construit. Donc, les gens qui te disent faut se foutre de la vie des autres, moi je les crois pas. On a toujours en tête la vie des autres, surtout les gens qui sont proches de nous. Mais le premier à satisfaire, c'est toi.
et les applaudissements viendront d'abord de toi-même. Donc, première question, c'est est-ce que tu kiffes faire ton podcast? Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que Bien vraiment sûr. le fait... Voilà, ok. Bon, ben, ça règle un grand problème, tu vois. Et c'est marrant que tu dises ça parce que justement, la démarche du podcast, de base, est une démarche égoïste, hein, j'en ai déjà parlé. Bien À sûr. la base, le podcast, c'est comment je vais faire pour avoir des discussions d'une heure et demie avec des gens qui m'inspirent, avec lesquels j'ai envie de discuter. Ensuite, ben, je la partage et ça plaît et c'est génial, tu vois. Mm, Mais c'est mm. surtout pour moi que j'ai ces discussions-là. Ben, bien sûr. Et on serait pas là si c'était pas le cas. Nous, on veut voir des gens passionnés. Donc, si t'es quelqu'un qui dit je fais pas ça pour moi, ça veut dire que t'es pas passionné par le truc. Je fais ça pour vous, c'est pour apporter de la valeur au monde. Non mais si vous rigolez ou quoi? Si vous êtes quelqu'un comme ça veut dire que votre podcast, il a pas d'âme. Nous, quand on va écouter ton podcast, on veut l'âme de Paul. Quand les gens viennent sur ma chaîne, ils veulent l'âme de Pierre. Ils veulent pas un truc insipide qui n'a pas de couleur. Donc, c'est important que ce soit égoïste. C'est requis dans l'épreuve même du podcast. Donc, donc ça c'est clair. Si tu kiffes, ok. Et après, une autre phrase, moi, qui me vient, celle-là, elle est de moi, mais bon, je pense qu'elle est attribuée à n'importe quel penseur, finalement, euh, c'est, peu importe que les conditions extérieures jouant en ma défaveur, je ferai de ma vie un exemple. Donc, en France, c'est pourri l'entrepreneuriat, soit. Je vais quand même tout défoncer. Je vais quand même vous montrer de quoi je suis capable. Aux États-Unis, c'est mieux. On pourrait partir vivre à Bali, ce serait mieux. Pour l'entrepreneuriat, il y aurait moins de taxes, etc. Ça m'intéresse pas. Donnez-moi des conditions difficiles et vous allez voir de quoi je suis capable. Moi, ça me va plus, ça, tu vois. Que, tu vois, tu choisis une course à pied, par exemple. Le 10 km qui est facile, puis le 10 km qui part dans la montagne. Moi, je vais prendre celui qui part dans la montagne. Mais évidemment. Je veux pas celui qui est facile. Toi qui passes, qui a la chance de côtoyer le grand Julius, notre grand Julius, le seul et unique Julien Lepage. Je pense que c'est l'une des personnes qui pourrait encore plus nous motiver à dire, et il incarne parfaitement auprès de ses enfants, choisis la voie difficile. Parce que c'est la seule voie de croissance. La voie difficile est la seule voie de croissance. C'est Mhm. tout. Donc, Mais c'est dur en France, ok. ouais. Et la compétition, c'est un panier de crabes, pas de problème. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que c'est un peu, je pense, dans cette démarche-là que j'ai jamais voulu m'attarder justement sur ces questions, mais que je sens qui viennent en moi. Et que j'ai jamais voulu, non plus l'affirmer, là où j'entends beaucoup le dire: «Bon, ben, la France de toute façon, c'est un panier de crabes» et tout ça. Mais plutôt juste me poser la question: «Est-ce que la France est un panier de crabes?» Bon, attends, non, en fait, j'ai pas le temps de penser à ça. Faut que justement, faut que j'envoie, faut que je taffe, faut que je Bah fasse mes voilà. trucs, tu vois? C'est normal d'avoir des doutes, hein. Évidemment, moi aussi, hein, j'en ai un. Mais t'as raison, pas le temps. Comme disait Franceschi, il faut se dépêcher de vivre. Tu vois, il faut se dépêcher de vivre, il faut se dépêcher de faire ce qu'on aime, il faut se dépêcher de se donner à fond, de s'engager aussi pour des choses qui ne sont pas nous-mêmes. Faut se dépêcher. Clairement, le temps il passe et il est beaucoup plus tard qu'on ne le pense. Et j'ai l'impression que c'est aussi ça vient beaucoup de l'incompréhension. Je crois que c'est ce que tu décrivais un petit peu, l'incompréhension des autres qui te voient prendre des routes ascendantes, des routes difficiles, envoyer, envoyer, envoyer. Il y a une forme d'incompréhension comme le crabe dans sa nature, lui, qui comprend pas pourquoi il y a un crabe qui veut sortir du panier et qui va juste, lui, ben, faire fonctionner sa pince, puisque c'est ça, un crabe, c'est quelque chose, il a sa pince et il pince, quoi, tu vois. Et ouais, ça me fait penser bah, à Franceschi aussi, dans une phrase que j'ai notée plusieurs fois, répétée plusieurs fois, qui dit que l'exigence de notre éthique est grande si bien que peu de gens peuvent la comprendre. Exactement. Les voies du samouraï moderne sont Ouais. solitaires. Hmm. Euh, c'est un fait. C'est comme ça. Mais vaut mieux ne pas aller dans le sens du courant. Ceux qui vont dans le sens du courant, c'est les poissons morts. Donc oui, bien entendu, on sera minoritaire à vouloir suivre notre propre chemin, mais qu'est-ce que c'est kiffant de se dire je suis sur ma propre voie. C'est, il n'y a pas d'autres ressources plus puissantes. C'est clair. Hmm. Pour peut-être juste conclure sur le sujet de la méditation par lequel on a démarré, euh, qu'est-ce que tu voudrais dire justement sur l'importance donc se, d'avoir des temps où on se coupe en fait un petit peu du monde, où on cesse de réagir au monde extérieur pour se concentrer plus sur son monde intérieur? Ce que je voudrais dire en plus, je pense que les personnes ont
jusque-là ont compris l'intérêt. Je pense que on n'est plus dans les années 80, même si, comme tu l'as dit, comme on l'a dit tout à l'heure, si on va au PMU du coin, on va nous regarder peut-être d'un drôle d'œil. Le mot méditation est suffisamment répandu pour que les gens comprennent que ça fait du bien, de temps en temps, de couper avec le rythme du quotidien. Ce que je vais plutôt dire en dernier lieu, c'est plutôt une mise en garde. Une mise en garde de laisser les outils de l'autorégulation à leur place et pas de les transformer en un truc qui devient une nouvelle prison. Je prends mon exemple. Euh, Moi, quand je suis rentré du Japon, j'ai vécu 7 ans au Japon, je rentre au Japon et je me dis, c'est fini de vivre loin de la famille, je vais vivre en France et je vais lancer ma propre entreprise. Euh, J'avais plein de choses qui étaient pas réglées encore, j'étais jeune. J'avais 25 ans, j'étais jeune. Et dans cette jeunesse-là, il y a plein de choses où t'as pas encore la maturité d'avoir des discussions difficiles, de prendre, de regarder les choses en face, de travailler sur toi, etc. Ceux qui apprennent ces outils d'autorégulation que sont la respiration, la méditation, le bain froid, l'introspection, l'écriture, peu importe, le contact avec la nature, tout ce qui nous autorégule, nous régule vers le bas. C'est-à-dire, t'es excité, t'as peur, t'es stressé, etc. et t'arrives à revenir à un set point, à un état de bien-être, par une pratique que tu connais et que tu maîtrises. Et bien, toutes ces personnes-là, attention, il y a aussi un contre-coup, un revers de la médaille. Par exemple, vous avez une relation un peu conflictuelle avec, je sais pas moi, votre maman, ou votre frère, ou votre épouse. Et dès que les pensées noires arrivent, vous faites une cohérence cardiaque. Ou vous allez faire un bain froid, ou vous allez faire une marche, ou vous allez écrire. Vous allez utiliser un outil que vous maîtrisez parfaitement. On est d'accord que le job est toujours pas fait. Parce que le vrai job, la prise de décision et l'action courageuse, c'est d'aller parler à votre femme, d'aller Mmh. parler à votre mère, ou de faire le truc qui, vraiment, dans la vie de tous les jours, Ouais. a un impact. Oui, la méditation ou ces outils peuvent aussi être une stratégie de fuite, comme le fait d'aller scroller sur son téléphone ou OK. Exactement. Donc attention, parce que l'objectif premier, l'intention, c'était justement d'éclairer un chemin, bien éclairer un chemin. Mais il reste encore à l'arpenter. Donc attention aux outils de régulation, laissez-les à leur place. Ils doivent vous aider à mener votre barque, à vous engager dans une voie, ok. Mais pas plus. Ils ne sont pas l'objectif de la voie. Ils aident à arpenter le chemin. C'est tout. Donc peut-être qu'ils vous aideront à être plus calme au moment de la discussion avec votre femme, mais il reste encore à avoir cette putain de discussion. Et ça, quand j'étais jeune, moi j'étais très bon à fuir. C'est-à-dire, aujourd'hui je me sens pas bien, je pense, je suis angoissé, je suis anxieux, etc. Si je me posais 5 minutes et que je réfléchissais 2 secondes à l'objet de mon anxiété, j'allais découvrir que c'était le fait d'avoir une discussion avec ma mère, par exemple. Mais non, je préfère aller faire une petite douche froide ou faire une respiration, et comme ça passe. Vous voyez. Donc attention à ne pas tomber amoureux des outils. Ouais, ça a beaucoup de sens, tu vois? C'est une image, moi, que j'utilise souvent vis-à-vis de la compétition avec les sportifs que j'accompagne où, «Ah, je vais écouter de la musique, je vais faire une respiration, quels petits conseils, petits outils tu peux me donner le jour de la compétition pour, m'apaiser, être moins stressé?» Et du bon, ouais, ça peut être intéressant. Ça peut marcher sur le moment, mais sur le long terme, est-ce que voilà, c'est pas un problème lié à la question de l'enjeu, du regard des autres, les vraies causes en fait de ce stress-là sur lesquelles il faudrait bosser et en plus de ça, Exactement. après on peut rajouter des outils qui peuvent aider à l'autorégulation émotionnelle, mentale, très bien. Mais il faut aussi travailler, ouais, comme tu le dis, je pense que le message est bien passé sur la cause du problème en fait. Et tu sais, dans ton premier nom de podcast, tout était dit, hein. Médite, action. C'est deux choses très différentes. Mmh. Mmh. Et les 2 sont complémentaires et c'est ça Exact. l'approche, hein, moi de que je continue à véhiculer, hein, médite, action. Ah, les 2 ouais, sont indispensables. On peut aller un petit peu plus vers l'action du coup, maintenant qu'on a Allez, parlé de méditation, allons un petit peu vers, vers l'action et l'autorégulation émotionnelle. Je voulais parler c'était un des piliers, sur lesquels je voulais échanger avec toi aujourd'hui. Dans ce que tu dis
J'ai l'impression on cherche à retrouver une sorte de calme mental, émotionnel, de lucidité, c'est ça? De capacité à répondre plutôt qu'à réagir à, à une situation? Ouais, on va dans la bonne direction, tu Tu parles penses? de la méditation? Tu parles de quoi? Non, l'autorégulation, Ouais, émotionnelle au quotidien, tu vois? l'autorégulation, comme disait, Joe Shabak il y a peu de temps, qui est un penseur, un chercheur que j'aime énormément, il disait: «On souffre, en fait, tout simplement, ce manque d'autorégulation». En fait, on souffre, quand on se sent pas bien, de manière globale dans la vie, c'est qu'on aimerait revenir à l'état où on est bien. C'est tout. On n'est pas dans cet état où on est bien, et le fait de pas pouvoir y revenir, parce qu'il y a un truc qui nous angoisse, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour la fin du mois de payer son loyer, parce que ce que vous voulez, parce que vous vous jugez trop gros, trop maigre, etc. Vous souffrez parce qu'il y a un delta là entre ce que vous percevez et ce que vous connaissez comme étant un état de bien-être. Voilà, l'autorégulation, c'est un truc, une technique, peu importe laquelle, qui va te permettre de revenir à un état où tu te dis ah c'est mon état normal. Même, comme tu le disais juste avant, même en allant vers des routes un petit peu difficiles et des chemins un petit peu difficiles, parce que forcément, ça va jouer sur ton état. Tu vois, tu te dis, bon, ben, allez, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Ouais, accrochez-vous aussi au niveau mental et émotionnel. Bien sûr. Lancez-vous dans la compétition, lancez-vous dans l'effort, dans le sport. Ben ouais, accrochez-vous, ça va être difficile, ça va faire mal. C'est là où encore une fois la sémantique est super importante. Euh, il ne faut pas confondre épanouissement et bien-être. Pour moi, le bien-être doit mourir. Ce concept de bien-être est nauséabond et nous perd en fait plus que nous aide. L'épanouissement, c'est s'engager sur une voie sur laquelle on n'aura pas peur d'embrasser toutes les aventures de la vie. Pour moi, il n'y a rien de plus épanouissant que qu'on me propose des quêtes, des aventures dans la vie, et que je les prends, et que je navigue sur mon navire, et qu'il se passe des choses, il y a des tornades, il y a des grosses vagues, il n'y a pas de vagues, mais c'est l'aventure de la vie. Si on me dit le reste de ta vie, tu vas vivre dans le bien-être, c'est-à-dire les pieds dans l'herbe, sur une chaise longue au soleil, mais je préfère qu'on me montre directement le bord de la falaise pour que je me jette moi-même. C'est-à-dire, ce serait un cauchemar en fait. Le bien-être, c'est véritablement une promesse de cauchemar pour moi. Moi, je veux une vie exaltante. Je veux de l'épanouissement dans le fait d'avoir de l'action, des rencontres, de l'imprévu, de la volatilité. Tu vois. Ouais, et là, tout ce que tu décris, tu vois, et je pense que ça parlera à l'audience, moi, je vois directement une compétition de jiu-jitsu brésilien. Mais ouais. C'est loin d'être agréable, du plaisir et du confort, mais pourtant, c'est peut-être un des meilleurs outils d'épanouissement, de croissance personnelle. Une compétition sportive, on a tous peut-être un sport préféré, que ce soit le foot, le tennis, le JJB ou un autre. Qu'est-ce que c'est inconfortable. La pression avant le match, le regard des autres. Et pourtant, quand on sort de là, on en reveut encore. On se dit, mais c'est ça la vie. Quand tu fais un bain froid, t'as peur avant, t'as mal quand t'es dedans, et quand tu ressors, mais t'es euphorique. Et tu veux le refaire le lendemain. Pourtant, t'as encore la même angoisse et anxiété, juste avant. Donc, expliquez-moi, qu'est-ce qui est confortable et qu'est-ce qui est bien-être dans tout ça, là? Rien! Rien! Et pourtant, la société est bâtie sur le confort, où il y a des roulettes aux valises, il y a des trottinettes électriques, il y a des outils qui nous empêchent de Escalator. marcher, les escalators en place des escaliers, les ascenseurs, confort, confort, confort. Donc on voit qu'il y a une nature humaine qui est profondément, euh, qui demande le challenge, demande le défi, qui demande, comme je dit tout à l'heure, la charge maximale supportable, et un truc à 180 degrés qui est l'environnement qu'on propose à l'être humain moderne. Où il y a marqué fuite de l'inconfort à tous les étages. Ça va mal se passer. Souvent, je dis aussi à ceux que j'accompagne que ce qu'ils qualifient d'émotions négatives, finalement, ça retranscrit pas exactement, ce qui se passe. Peut-être que l'émotion que tu ressens là est désagréable. Tu sais, bah, quand tu as peur, peut-être tu as mal au ventre et tout ça, mais c'est pas forcément négatif. Ça peut être très Exactement. positif pour ta vie, tu vois? Justement, de faire une compétition de jiu-jitsu brésilien, de te confronter à la peur, au stress et à tout ça, quoi. Mmh.
en Ah termes oui, de clairement, les croissance. émotions, ce sont des panneaux indicateurs. Ils nous indiquent des directions. Donc il n'y a rien de négatif, rien de positif. Tu indiques une direction. La peur indique généralement la direction inverse que tu es en train de suivre. Donc elle te dit, là il faudrait peut-être partir dans l'autre sens, et ça peut te sauver la peau. Si tu tombes sur un animal sauvage, vaut mieux partir. Mhm. Mais parfois la peur, on peut la juger et la considérer son origine. Peut-être qu'elle vient d'une fausse croyance. Voilà. Ou peut-être qu'on a peur, mais que c'est un cas de figure qu'on connaît bien et qu'on est capable de surmonter cette peur. Donc ce sont des panneaux indicateurs. Et généralement, quand vous roulez, un panneau indicateur, vous avez toujours le choix de tourner le volant ou pas en voiture. Donc il ne faut pas les juger, mais elles sont profondément porteuses d'informations, Hmm. ces émotions. C'est un message. Mm. Mais c'est vrai que justement, dans les sports de combat, le réflexe naturel, si je puis dire, du cerveau, c'est dire « Ouh là là, oui, on a peur parce que enfin, ton cerveau, ton corps est en train de te dire attends, t'es sûr qu'on va aller se taper là? On risque notre vie, tu vois? Et là, il faut essayer de rationaliser en disant non, attends, je suis entraîné pour, il y a un arbitre, il y a des règles, c'est un cadre bien précis, ça va le faire quoi. T'inquiète, Mm, on mm. y va. Et puis ça va nous apporter beaucoup en termes de croissance, d'épanouissement et tout ça Clairement. quoi. Clairement, j'aurais pas d'exemple plus puissant que les sports de combat. Je, je vois pas. À part le combat véritable, Ouais. où tu joues ta peau. Là, Mmh. on est d'accord que le corps, l'esprit, tout va se mettre en branle. Tout. Et même un bain froid, même un bain avec des glaçons ne générera pas une réponse physiologique pareille. Pour ceux qui se sont battus, moi, ça va arriver très très rarement. Je pense dans ma vie peut-être 2 fois ou 3 fois, mais je me rappelle encore du goût de métal dans ma bouche. Le goût de l'adrénaline, tu sais, quand ça te pique tellement jusqu'au bout des cheveux que t'as un goût de métal dans la bouche. Euh, je me rappelle encore de ces sensations-là. Donc le corps réagit dans sa survie, et c'est par rapport à ça qu'on va pratiquer l'hormèse. C'est-à-dire, on sait qu'un challenge, très petite dose, va demander une adaptation très puissante à la physiologie, et que derrière ça, si on laisse reposer, bien comme il faut, il y a une surcompensation. On dépasse le point de départ. C'est comme ça qu'on se renforce. Le combat, comme disait le maître dans Matrix Reloaded, si tu veux connaître quelqu'un, combat-le. C'est clair que quand tu mets les gants avec quelqu'un, ou quand tu montes sur un tatami de JB, ou peu importe, tout d'un coup, les masques tombent. C'est-à-dire que tout Mmh. d'un coup, tu vois des choses de cette personne qu'avant, elle cachait très facilement dans le confort. Maintenant, elle ne peut plus le cacher. Mmh. Donc ouais, Ouais, c'est très très fort, les sports de c'est combat. exactement ce que dit Rickson Gracie, justement, le maître du jiu-jitsu brésilien. C'est vrai, c'est exactement ce qu'il dit. Et c'est toute sa philosophie aussi, et justement de trouver le confort dans l'inconfort, quoi. Là où le JJB peut être particulièrement confortable quand tu te fais étrangler, écraser, etc. Ben, retrouver un peu de confort là-dedans, justement pour réussir à garder ton calme, ta lucidité et répondre à ce qui est en train d'arriver. Donc tu penses que ouais, ça se développe, cette capacité à garder son calme, sa lucidité, à s'autoréguler parce que quand tu te lances justement dans des aventures comme l'entrepreneuriat ou la compétition, forcément ça implique beaucoup d'émotions, de stress, de stimulation, donc ça demande une grande capacité à le gérer, quoi. Oui, clairement. Et la gestion du stress, ce qui est bien, c'est qu'elle est relativement bien transférable. Vous savez gérer le stress dans une situation, par exemple le bain froid, c'est clair qu'on utilise beaucoup ça en gestion du stress actuellement. Ça va vous aider, ça va se transférer, pas 100%, mais ça va beaucoup se transférer à une autre situation, c'est-à-dire gérer un stress au travail. Ok, ouais. C'est-à-dire, la physiologie du stress, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 25. C'est-à-dire que vous ayez un bain froid, vous ayez une discussion très difficile, ou que vous connaissiez une agression dans la rue, et les mêmes mécanismes qui vont se mettre en place, mais avec des degrés d'intensité différents. Donc sécrétion d'adrénaline, sécrétion de noradrénaline, sécrétion peut-être de cortisol, activation du système nerveux sympathique, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, tout ça, ça va être plus ou moins la même chose que vous soyez dans un bain froid ou face à un adversaire. Donc, plus vous vous entraînez à bien gérer ça, à vous moduler par des outils d'autorégulation, plus il y a des chances
C'est pas un transfert automatique, c'est pas 100%, mais il y a des chances que quand ça arrive dans un autre contexte, vous sachiez moduler un petit peu tout ça. C'est marrant parce que là, j'ai l'image quand même de combattants connus, solides, des guerriers, quoi, que quand ils sont rentrés dans un bain froid pour la première fois, mais c'est là que le masque est tombé, tu vois. Et parce que quand même le contexte, pour ça je dis c'est pas 100%, Ouais, ouais, hein, ouais. le contexte. Comme disait Taleb, on n'est pas adapté à l'environnement. C'est dans le monde du dev perso, de la santé naturelle, ou je sais pas moi, les sciences du vivant, on dit souvent un organisme, surtout un être humain, est à l'image de son environnement. On n'est pas adapté à l'entièreté du champ des possibles de son environnement. On est toujours adapté à une trajectoire. Donc si dans ta trajectoire, tu n'as que les sports de combat et que tu n'as jamais rencontré le bain froid, tu ne seras pas adapté au bain froid. Il va falloir passer par une première étape de le premier bain froid qui va être déstabilisant. Mais il y a beaucoup plus de chances qu'un bain froid soit géré par quelqu'un qui a l'habitude de gérer une situation de stress que par quelqu'un qui n'a jamais connu ça et qui rencontre une situation de stress pour la première fois. Ça risque de plus mal se passer, quoi. T'en sortes mieux ou plus vite ou... Ouais. Ouais, Oui, c'est vrai. même s'il est choqué ou voilà, il est complètement Ouais. décontenancé, il s'en remettra mieux, sans doute. Mhm. Quelqu'un qui a connu les combats, Ouais, ouais, il ouais. s'en remettra mieux. Yes. Ouais, c'est vrai que c'est transférable. Mais comme, tu sais, souvent, on dit que les grands sportifs, c'était des gars qui excellaient dans un peu tous les sports Mhm. quand ils étaient jeunes, tu vois. Je pense à Johnny Wilkinson, le rugbyman, qui apparemment était fort dans tous les sports, quoi, juste. Bon. Il Et était... il y en a plein, hein, des cas comme ça, des ultra spécialistes. Il y en a plein, c'est pas vrai, il n'y en a pas beaucoup. Je me rappelle plus de ce joueur de baseball. T'as des gars comme ça, tu les vois bouger, ça donne des Maradona, si tu veux. Tout Maradona, mais c'est de la poésie quand il bouge. C'est-à-dire, tu le vois s'échauffer, il ne s'échauffe pas comme tout le monde. Ouais, Tu vois que c'est, comme dirait Ido Portal, c'est un movers. C'est un mouvement ambulant. ouais, Il jongle, il met le ballon sur sa tête, il secoue ses bras, il secoue ses trucs. ouais, Comme c'est vrai. Il personne, on dirait qu'il danse. danse. On Il dirait que voilà, danse. il danse. Ça donne des Maradona. Qui ne sont pas, ça donne des Lionel Messi. Qui ne sont pas des Cristiano Ronaldo. Qui sont football. Hmm. C'est le football. Il fera rien d'autre. Michael Jordan, qui essaye le golf. Non, ça marche pas. Euh, Comment il s'appelle? Usain Michael Bolt. Jordan a quand même été pro en baseball, justement. Il a Oui, réussi. voilà. Mais ça va à un certain point, mais il ne Hmm. sera pas le Michael Jordan du baseball. Ouais, ouais, c'est sûr. Comment ça s'appelle? Usain Bolt, qui essaye le football. Oui, c'est Non, vrai. c'est-à-dire, ouais, tu seras rapide, mais toi, tu es la course à pied. Je pense, personne ne battra jamais Usain Bolt. J'ose pas m'avancer, mais c'est un cas de figure hors norme, mais il est spécifique à un sport. Et puis tu le vois s'entraîner, c'est horrible. L'haltérophilie de Usain Bolt, mais quelle horreur. Tu le vois faire des squats, tu le vois faire des front squats Ça ou va quoi. pas du tout. C'est terrible. Mais, comment dire, ces athlètes-là sont le paroxysme de certains mouvements complexes qu'on devrait célébrer. On les célèbre, hein. Le gars, c'est des légendes, ces gens-là. Mais le fitness, c'est-à-dire faire des squats, faire des mouvements linéaires, faire des trucs où il n'y a aucune variabilité, etc., la préparation physique, la PPG, quoi, euh, n'a rien d'impressionnant comparé à ce qu'ils font sur un terrain de foot, de baseball, de JJB. Rien. Et pourtant, c'est le fitness qu'on met en avant, c'est-à-dire son max au back squat, son max au bench. Oui. Mais ça, c'est ridicule par rapport à la complexité d'envoyer une balle de baseball. Et quelqu'un qui donnera un coup de poing bien plus puissant qu'un powerlifter, c'est un joueur de baseball. Il y a des facultés humaines dans le jeu et dans le sport qu'on ne trouve pas dans des trucs aussi rigides et cloisonnés que la préparation physique générale, par exemple. Et là, nous avons la comparaison que je fais entre le monde athlétique, le monde sportif et le monde de la préparation physique générale du fitness, c'est la même comparaison qu'on peut avoir dans la méditation qui est faite sur tapis de yoga avec Bhavana, l'entraînement de l'esprit. Hmm. Quelqu'un qui
chaque jour, questionne ce qu'il croit savoir. Quelqu'un qui chaque jour pratique la pleine conscience quand il est dans une foule, quand il est à la caisse, quand il est en face de quelqu'un qui a une conversation importante comme toi et moi là, qui ne pense pas, qui est capable de rester focus, quelqu'un qui se met dans un tunnel de travail pendant 90 minutes et n'en sort pas. Quelqu'un qui est comme ça, capable de produire des opéras, des œuvres d'art, des cathédrales, tu vois, des choses que l'être humain est capable de faire, n'a rien à voir avec rechercher une performance confortable, c'est-à-dire tapis de yoga, méditation, ou bien back squat, salle de muscu. Ça, c'est facile. Le monde est complètement à l'inverse de ça. C'est de l'imprévu tout le temps, c'est de la volatilité tout le temps, c'est le terrain de foot, c'est le JJB. Ça, c'est la vraie performance. Qu'est-ce qu'on associe à la performance de nos jours? Le fitness. Le Ouais, score au back squat ou au bench. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ouais, vraiment un truc qui est en train de se creuser où on confond tout, quoi. ouais, ouais. Bah oui, mais notamment justement, c'est l'objet du podcast aussi, hein, c'est le mental. Tous les noms que tu as cités et tous les sportifs, les grands athlètes, hommes et femmes d'ailleurs, qu'est-ce qui revient tout le temps? C'est le mental. Je regardais un documentaire sur Tiger Woods, sa plus grande saison qu'il ait faite. Qu'est-ce qu'ils disent tous? C'est le mental. Mentalement, il était ailleurs. Il était, Et enfin non, du coup non, il était totalement présent à chaque coup. Il était juste énorme. Michael Jordan, c'est le mental. Usain Bolt, c'est le mental. À chaque fois, c'est ça qui revient. mmh. Mais Et c'est oui, vachement moins impressionnant et palpable justement que les voir faire des gros squats et tu vois. bien sûr. Ça se retrouvera partout. Tu vois, j'ai critiqué le monde du fitness, mais euh, c'est ce qui donne un Schwarzenegger versus les autres. Mentalement, il était au-dessus de tout le monde. Mentalement, il était déjà, en fait, le plus grand bodybuilder, le plus grand acteur d'Hollywood et gouverneur de Californie. Avant de le devenir, il l'était déjà. Et quand il arrive dans un nouveau domaine, il est déjà en train d'écraser tout le monde. Il est déjà le conquérant. Il est déjà Conan le barbare, ce rôle qu'il a incarné au cinéma. Alors que les autres sont encore confinés dans leur petite case de spécificité, c'est-à-dire la petite case du bodybuilding, la petite case du fitness, etc. Lui, il avait pas de case. Il était simplement lui-même, le conquérant. Et ça, en fait, ça change tout. Donc Jordan, tout ce que tu as cité, c'est un trait de caractéristique qu'il y a partout. Et c'est un trait de caractéristique que beaucoup, et je pense que c'est la très grande majorité, ne comprennent pas trop sur le, la méta, le game là qui est en ce moment sur les réseaux sociaux. Tu Et as comment tu le nommerais juste ce trait-là de caractère? l'authenticité, L'authenticité, hein, ouais, c'est ça ouais, dont on très parle. clairement. Pour moi, il y a une très grande différence entre vouloir être original pour plaire, être viral sur les réseaux, percer dans son domaine, etc. On se dit, il faut être original. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le plus gros ego trip au monde, vouloir être original, parce qu'on veut être juste différent des autres en se disant, je suis différent des autres, je suis pas pareil, et puis pour percer, il faut faire quelque chose d'original. Ça, c'est un ego trip. Versus être authentique. Quand tu es authentique, ce qui est beaucoup plus dur, c'est que tu sais garder ta propre ligne, alors que tout le monde te donne un peu ses peurs et ses doutes, te fait croire que t'es pas assez bien, etc., te fait croire que tes propres rêves sont pas des bons rêves. Non, tu gardes ta ligne. Schwarzenegger, il est parti d'Autriche, il voulait devenir un plus grand bodybuilder, acteur d'Hollywood et ça. Il gardait. Comme ça, il avançait. Pas de problème. Et je pense que tous les grands athlètes qu'on a cités, eh ben, c'était la même chose. Eh ben, ce qui marche sur les réseaux, hein, franchement, c'est aussi simple que ça. C'est pas chercher d'être original, c'est à vouloir être authentique. Si vous êtes authentique sur les réseaux, vous serez pas forcément viral, quoique vous pouvez le devenir, mais vous ferez preuve de nuance, parce que tout le monde est nuancé, c'est-à-dire personne n'a des certitudes de ceci, cela, ça c'est noir, ça c'est blanc, etc. Vous serez nuancé, direz souvent je doute, je crois que, hein, vous parlerez en nuance, vous apporterez une idée originale qui est la propre à vous. Et les gens, en fait, ils tomberont amoureux de vous. Parce qu'ils se diront, cet homme-là a une âme. Il est libre déjà, et en plus il a une âme. Ceux qui raisonneront pas passeront leur chemin. Et ceux qui raisonneront avec vous, vous suivront. Peu importe ce que vous proposez. Une aventure entrepreneuriale, un produit, un service, peu importe. Des stages, des retraites, rien, juste un partage. Ils vous suivront. Peut-être pas par millions,
mais ceux qui vous suivront, ils sauront pourquoi ils le font. Ce ne serait pas un divertissement en plus. Et de nos jours, on essaye d'être viral absolument, en faisant un truc original, etc. Non, soyez authentique, beaucoup mieux. Ça me touche aussi ce que tu dis là, puisque authenticité, c'est un mot que j'ai mis sur une intention qui était là depuis un moment, mais que récemment j'ai mis ce mot dessus, tu vois? Pour, essayer de guider et c'est une quête quoi. J'ai l'impression c'est pas, «Bon ça y est, je suis authentique, je suis authentique». C'est une quête un peu de chaque instant, de chaque jour, quoi. Bien sûr. En fait, la quête ne s'arrête pas. C'est une posture Mmh. constante de te questionner face à un miroir. Est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis un bon mari? Est-ce que je suis un bon ami? Euh, et tant que tu restes dans ce questionnement-là, tu es garant de faire de ton mieux pour t'améliorer. Le jour où tu décides de ne plus faire de ton mieux pour t'améliorer, dans ces voies-là qui sont importantes pour toi, tu auras trahi toi-même et tes proches. Ça, c'est la garantie de rester authentique. À partir du moment où tu chopes les étiquettes qu'on te propose autour de toi, par facilité, les peurs, les fausses croyances des autres qui ne t'appartiennent pas, tu te questionnes plus sur leur véracité, c'est-à-dire tu te questionnes plus sur la vérité d'une information qu'on t'a transmise, tu cesses de regarder dans le miroir. Il n'y a, pas une méthode plus puissante qu'on puisse enseigner au niveau intellectuel que la pensée critique. C'est-à-dire questionner ce que tu crois savoir. Et l'art de questionner ce que tu crois savoir, c'est et la définition de la philosophie et la définition de la science. Les deux. Très rarement dans l'histoire humaine, on a séparé. Hein. Avant, c'était la même chose, philosophie et science. Donc, la pensée critique, c'est comme si tu plaçais un miroir au-dessus de ta tête, comme ça, qui te permettait de voir ce que tu pensais et ce que tu faisais tous les jours. Si tu enlèves le miroir, tu réfléchis plus à ce que tu fais, tu vaux pas mieux qu'un animal sauvage. C'est une forme de métacognition aussi, c'est C'est ça? De exactement la d'observer ouais, observer comment tu penses et cetera? Ouais. Dans ce que tu as dit, j'avais l'impression que souvent, ce qui nous empêche ou ce qui peut nous dévier un petit peu de l'authenticité, parce que tu lui dis, on n'est plus de nuances, on est plein de nuances. Ben oui, ça veut dire qu'il y a des moments, j'ai cette intention, l'authenticité, mais parfois j'en suis dévié, ça peut m'arriver. Et souvent, j'ai l'impression que ça naît d'un désir de validation plutôt que de choisir ce que vraiment je valorise, quoi, moi. Ça, Exactement. ouais. Euh, le désir de validation, il est normal, il est assez naturel chez l'être humain, parce qu'on a besoin des autres. On a besoin de se rassurer. Donc il faut bien savoir d'où vient ça, d'où vient cette peur, d'avoir besoin de la validation de certaines choses, et est-ce que ça vient pas soigner le dogme? Tu vois, un dogme, un truc que tu te racontes, tu cherches un biais de confirmation quelque part. C'est ce que critiquaient les bouddhistes, hein, on va retourner sur le début de notre conversation, mais critique profondément ça, c'est-à-dire vous avez cristallisé quelque chose, votre identité, l'idée que vous faites de vous-même, et vous cherchez à le valider tous les jours. Tiens. Mourrez à cette idée. Essayez de ne pas le faire. Pensez que vous êtes impermanent. Vous-même, votre caractère, vos émotions, votre physiologie, tout se désagrège, tout est impermanent. Et pourtant, vous essayez de cristalliser la chose, de la rendre permanente, alors que c'est impermanent. Donc laissez tomber ça. Acceptez que les choses changent. Ah, comme dirait Ido Portal, soyez dans une practice, une pratique quotidienne. Ça veut dire tous les jours, tu es capable de changer. C'est le changement, la dynamique du vivant. Quand Ido il parle de mouvement, il parle de la vie, du vivant. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il parle du mouvement de la vie. Si vous êtes en accord avec le mouvement de la vie, c'est que vous êtes en accord avec le changement permanent. Ça fait très peur le changement permanent, parce qu'on aimerait bien que les choses restent comme elles sont. Et puis on se fait une idée de soi-même. On se dit, je suis beau, je suis grand, je suis fort, je suis ceci, je suis cela, mais merde. En fait, tu me mets dans une autre situation, je suis pas beau, je suis pas beau, fort, je suis pas bon. Ouais, ouais. Mais si on est dans une pratique permanente voilà, d'autocritique, un petit peu de pensée critique de soi-même, qu'on s'observe, qu'on essaye de s'améliorer, on sera beaucoup plus apte à demander pardon si on a froissé quelqu'un, à pardonner aussi si quelqu'un nous a fait du mal.
On sera beaucoup plus apte à le faire que si on campe sur nos positions, et puis moi je suis comme ça, et puis c'est mon caractère, et puis c'est ma nature. Ah ouais? Et ta nature, il y a 10 ans, elle était pas un peu différente? Tu vois? Mmh. Ouais, et même faire preuve, j'ai envie de dire, d'un peu d'autodérision même parfois. Ça Si, ça aide bien dans sûr, là-dedans, de pas c'est trop se clair, prendre au sérieux. bien sûr. Ouais, ça me fait penser à la phrase de, je crois que c'est Mohamed Ali, hein, qui disait: «Si tu es la même personne à 40 ans qu'à 20 ans, tu as juste perdu 20 ans de ta vie». Exactement. Hem, je voulais aussi parler, il nous reste un peu de temps, je voulais parler du goût de l'effort, OK, qui est central dans la préparation physique, dans la préparation mentale, dans la performance sportive, dans les sports de combat. Mais te lancer sur un constat ou allez, un questionnement que j'ai l'impression que beaucoup veulent de grands résultats, mais en faisant de petits efforts. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah, c'est vraiment dans la continuité de tout ce qu'on a dit, hein. Heu, la mode est au raccourci, au biohacking, heu, au moindre effort. La culture OK. du moindre effort, elle est en train de nous éloigner de tout ce qu'il y a d'humain chez nous. Si, s'il y a un tel engouement pour ChatGPT, les intelligences artificielles, c'est à cause de cette culture du moindre effort. Ne réfléchissez plus, ne n'écrivez même plus. Les intelligences artificielles vont corriger, vont faire vos phrases à la place, vont corriger vos fautes d'orthographe, ne vont même plus, vous avez même plus besoin d'écrire les textos à vos proches, on va les écrire à votre place. Mais tu sais, ça s'insinue partout. La dernière fois, j'écrivais un mail et je voyais que la fin de ma phrase était Ouais, écrite en gris. oui, oui. Et là, Tu je as me suis juste à arrêté. appuyer sur espace pour qu'elle, Et c'est la fin de tout, en fait. C'est la fin de tout. C'est-à-dire, bah, ok. Alors à ce moment-là, laissez-moi sur ma chaise, mettez-moi sur des roulettes, et je vais plus bouger de ma chaise, quoi. Je ne fournirai plus aucun effort. Donc c'est pour ça que c'est important de revenir au papier. Stylo, papier, temps long, chose difficile. Comme j'ai dit tout à l'heure, la seule voie qui apporte la croissance, c'est la voie difficile. Rien n'a jamais changé dans le vivant, dans le confort. Rien. Donc l'écureuil, il restera écureuil si on lui propose pas une nouvelle voie. L'être humain, il est arrivé jusqu'à l'être humain parce qu'on a proposé à des primates la nature, l'environnement, des voies. C'est-à-dire la raréfaction de nourriture, le fait de devoir se déplacer géographiquement, le fait de devoir communiquer, et boum, on a inventé le langage. À partir du langage, qui est une psychotechnologie énorme, le cerveau s'est complexifié. Et puis, il a fallu faire des provisions pour passer les hivers. Donc, on s'est sédentarisé. Et puis, on a créé la hiérarchie. Et puis, comme on était en groupe, la communication et les connaissances ont transmis beaucoup plus rapidement, et puis on a inventé l'écriture. Et puis, comme ça, on a gagné en complexité. En résolvant des problèmes. Si un joueur de piano ou un joueur de mathématiques, un matheux, tu leur, tu leur donnes que des solutions et pas des problèmes, ils ne progresseront jamais en fait. C'est-à-dire, moi sur le piano de mon bébé là, il y a une touche, t'appuies sur la touche, ça joue toute la composition. Ça joue la musique sans que tu aies appuyé sur les touches. En fait, ChatGPT c'est ça. C'est t'appuies sur mmh, la touche, ça joue la musique. Donc je ne deviendrai jamais pianiste. Mais là, on est plus loin. C'est-à-dire qu'avec les intelligences artificielles et la culture du moindre effort, ça va nous rendre profondément débiles. Débiles. ouais. C'est-à-dire incapable de parler, incapable de formuler une phrase, incapable de formuler une idée. Ça va nous emmener vers le film Idiocratie. Je sais pas si tu avais vu ce film. Ouais, Ben carrément. voilà, c'est Mmh. ça. C'est-à-dire des abrutis. Ok. Donc la pente, elle est raide. Hein. C'est parce que là, tout le monde s'engouffre dans les intelligences artificielles. Donc il va falloir réfléchir à un bon coup et se dire est-ce que je veux ça ou est-ce que je pratique le goût de l'effort. Je kiffe quand c'est dur. Sans rentrer dans une psychologie à la Goggins, mais c'est un petit peu ça l'idée, c'est-à-dire si vous n'êtes pas prêt à tous les jours faire de votre mieux, ça veut dire que tous les jours vous allez faire de votre pire. Mmh. Mais dans ce que je suis pas sûr de comprendre par rapport à, à l'exemple de l'intelligence artificielle, c'est que finalement, l'utilisation d'outils technologiques, tu penses, a toujours nui? Parce que, par exemple, aujourd'hui, on peut couper un arbre avec une hache, ça sera plus dur qu'avec une tronçonneuse. Et donc, est-ce que forcément utiliser une tronçonneuse, ça va nuire à notre mental, à notre goût pour En fait, l'effort? l'importance, surtout, ce qui n'était pas permis pendant la période Covid,
c'est de donner aux gens la possibilité de peser le pour et le contre. Quand je te propose un outil, il faut que tu aies conscience de qu'est-ce que ça va me voler. Si je te donne une tronçonneuse à la place d'une hache, tu vas passer, et que tu es bûcheron de père en fils dans ta lignée, tu vas passer de gros bûcherons solides avec des épaules larges à des gens tout fins parce qu'ils utilisent des outils plus, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus le travail musculaire. Donc, il faut que tu sois alerté. Je vais te dire, je te donne ça, tu le prends si tu veux, hein, mais ton physique ne se développera plus. Ok. Par contre, tu couperas plus d'arbres. Donc peut-être, L'entreprise va se voilà, développer, elle. peut-être. Ok. Et libre à toi de faire ce choix. Et une fois que tu l'as fait en conscience, ce choix, je n'ai rien à dire. Ok, Pas de c'est jugement. vachement intéressant. En fait, tu nous dis de s'interroger. On voit toujours ce qu'on a à y gagner, mais on est inconscient de ce qu'on y perd aussi d'un côté. Donc l'idée, c'est de Exact. voir les deux côtés de la pièce et voir qu'est-ce qu'on a à gagner à l'utilisation de cet outil ou de cette pratique, mais aussi de pas oublier qu'est-ce qu'on a à y perdre, quoi. Mais exactement. Je suis en train d'écrire un livre en anglais. C'est un défi Ok, personnel ouais. de l'écrire dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle, même si je maîtrise l'anglais. J'en écris un autre en japonais. C'est des défis personnels pour justement me challenger. Et ce livre en anglais, justement, son titre, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'ils nous volent? Qu'est-ce qu'ils nous volent, tu vois? Juste s'interroger sur, ben, tous les outils qu'on met en place, on s'interroge jamais sur, mais c'est quoi qu'ils nous prennent, en fait? C'est quoi le contre-coup? À partir du moment où on renseigne la population sur le contre-coup, moi, je suis OK, en fait. J'ai rien à dire. Mais le truc, c'est qu'on ne les renseigne pas. On ne met en lumière que, comme tu as dit, les choses que ça va apporter, entre guillemets, de bénéfices. Ok. Et vous êtes sûr que c'est bien? Il y a Stallone qui a fait une vidéo il y a peu de temps là sur les réseaux qui disait, voilà, le monde a eu des nouvelles technologies, etc. Et c'est tant mieux parce que ceci, cela. Et au bout d'un moment, il s'arrête comme ça, il fait une pause. En fait, je suis pas sûr que ce soit bien. En fait, je suis pas sûr que ce soit tant mieux. Parce que Mhm. moi, à mon époque, les valises, elles n'avaient pas des roulettes. Moi, à mon époque, ceci, et il fait une liste de toutes les choses qui ont changé, etc. Et il disait, et ça forgeait le caractère. Ouais. Eh ben, peut-être qu'on en reviendra, tu vois, de cette course à tout azimut au confort. Ouais. C'est marrant ce que tu dis parce que ça, c'est un modèle mental, tu vois, que j'essaye d'utiliser et d'apporter aux sportifs que j'accompagne aussi, pas que sur les aspects outils ou matériels, même immatériels, souvent notamment sur la question de gagner ou perdre sa compétition. Et on se rend compte que quand tu gagnes ta compétition, c'est bien, mais tu es souvent inconscient de tout ce que tu as perdu aussi, tu vois. Exactement. Tu perdu ton statut d'outsider, maintenant tu es le favori, maintenant tu es la tête à abattre. L'année prochaine, ce sera pas la même. Ah ouais, c'est Exactement. et quand tu perds, bon, bien sûr, tu as perdu une partie du jeu, tu as perdu quelque chose, mais tu es inconscient de tout ce que peut-être tu as gagné aussi dans cette Exactement. situation. Exactement. C'est ça la pensée critique. C'est prendre de la hauteur par rapport à sa propre vie, sa propre trajectoire. Et être conscient de maximum de choses. Peser le pour et le contre. Prendre ses choix en toute conscience, c'est tout, en toute Ouais, clarté. ouais. Je pense que ça aide à être plus équilibré mentalement, Mhm. émotionnellement aussi, de Bien sûr, réussir à voir et souvent j'utilise l'exemple du verre, on dit: «Ouais, il faut voir le verre à moitié plein». Ouais, mais si le verre il est à moitié plein, il est aussi à moitié vide, hein. Il est les 2, donc faut voir le verre en fait. bien sûr. Le verre et notre relation à ce verre-là est plus importante que le verre en lui-même. J'arrive à la fin de mes questions là, Pierre. Merci encore, vraiment, merci beaucoup pour cette discussion. C'est passé très vite. J'espère que celles et ceux qui nous ont écoutés auront pris plaisir à suivre cet échange. Si c'est pas fait, vous pouvez aller écouter du coup les deux d'affilée, ça peut être marrant. Le premier épisode du podcast euh, qui date donc d'il y a 3 ans et demi. Pour finir, je vais te demander, Pierre, est-ce que là en 2026, tu organises des événements, des formations, des sommets. Donc, qu'est-ce que tu organises pour nous là en 2026? Alors, 2026, ça va être surtout dédié au centre de l'Hermès, donc il y a la rentrée du centre en septembre. Et je pense reprendre les stages. Donc des stages dédiés avant tout à mes élèves, euh, mais je pense qu'on l'ouvrira au public. Donc restez informés sur hormes.com, sur mes différents réseaux, Instagram. Franchement, vous trouverez tout.
tous les moyens du monde de rester informés de tout ça. Pour celles et ceux qui veulent faire une conversion dans le monde du soin et de la performance, nous on forme, on est une équipe une douzaine de professeurs, professionnels de santé, naturopathes, ostéopathes, kinés, médecins, qui formons toutes les personnes qui veulent se reconvertir dans ces métiers-là, le coaching, l'accompagnement, être auteur, conférencier, organiser des stages, des retraites, peu importe. On forme à l'entrepreneuriat. Si vous voulez devenir entrepreneur dans ce monde-là, vous pouvez candidater pour la rentrée de septembre. Et oui, il y aura des stages, il y aura des événements. Et après, je participe en tant qu'intervenant très souvent à des événements. Là, il y en a un qui est organisé par le labo RNP autour de la mobilité, au mois d'avril, si je dis pas de bêtises, à Paris. Voilà, pour les Top, prochaines top. dates. Je mettrai tous les liens de toute façon pour que vous puissiez suivre les aventures de Pierre et même si vous êtes jamais allé sur sa chaîne YouTube, il y a des centaines de vidéos super intéressantes sur des sujets super intéressants, donc vous pourrez aller fouiner aussi, là-dessus. Hem, Pierre, je te laisse le mot de la fin. Doutez de tout, sauf de vos efforts. J'aime cette phrase, j'aime cette phrase. Top. Merci beaucoup Pierre, Merci à à toi bientôt, beaucoup de réussite pour toi là dans tout ce que tu vas aussi. entreprendre cette Longue année vie. et merci à tous ceux qui nous auront écoutés. Ciao, ciao! Ciao, Paul. Bye.